Bonjour à tous et bienvenue pour cette première leçon de vidéo, il y en aura plusieurs, qui va intégrer le deuxième grand thème de l'année d'histoire, le monde depuis 1945. Nous avons vu nous précédemment dans le thème 1, Première Guerre mondiale, le monde d'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Voyons maintenant comment va s'organiser le monde après 1945. Donc vous pouvez noter le premier chapitre qui s'intitule La guerre froide et qui va s'étendre de 1946 à 1991. Donc commençons par un premier document qui nous rappellera certaines leçons, notamment d'éducation civique. Donc après 1945, vous vous en rappelez, la création de l'ONU souhaite mettre en place, laisse espérer une ère nouvelle de paix, comme on peut le voir sur cette affiche de 1947. Cette ère nouvelle de paix est symbolisée par l'union, une unité de pays appartenant au même arbre, sur des branches différentes certes, et la volonté de semer des graines nouvelles, semer des graines de paix. Donc il y a en 1947 une véritable volonté, un véritable espoir de construire un monde nouveau, un monde neuf. Or, nous allons le voir, cette volonté-là, cet espoir-là, va être un petit peu douché par l'opposition entre deux nations, entre deux blocs véritablement, qui vont s'affronter, ne pas avoir du tout les mêmes idées. Nous expliquerons pourquoi. Donc vous pouvez noter ce premier temps de trace écrite ici. Vous aurez toujours la possibilité dans la vidéo de faire pause et de noter tranquillement la trace écrite. Donc nous allons associer cette trace écrite, comme vous le savez, à une problématique qui s'intitulera « Quelles sont les nouvelles puissances et les nouvelles formes de conflit pendant la guerre froide ?» Donc je vous laisse noter ceci, faites pause et on se retrouve pour la suite. Donc logiquement, débutons par la leçon 1 et un mot de vocabulaire qu'on expliquera au fur et à mesure, un monde bipolaire. Donc, petit a, la mise en place d'un monde bipolaire. Alors, de suite, monde bipolaire, deux pôles qui vont s'opposer. Nous allons les sur une carte à l'échelle mondiale. Donc vous le voyez ici. Premier pôle constitué de l'URSS et de ses alliés, Corée du Nord, Chine, et un deuxième pôle constitué des États-Unis et de ses alliés, Canada, et la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest. C'est ces deux blocs, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, ou ces deux pôles qui vont s'affronter d'une manière un petit peu originale et particulière que nous allons traiter dans ces différents chapitres. Donc, je vous ai envoyé, et vous pouvez le trouver sur École Directe, une fiche de travail avec d'abord un premier texte, c'est-à-dire Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, analyse la situation en Europe. Donc, je vais vous demander de lire attentivement ce texte. Et ensuite, nous le traiterons et nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans la leçon. Doc 1. Le rideau de fer. J'ai beaucoup d'amitié pour le vaillant peuple russe. Il est cependant de mon devoir de vous exposer certains faits concernant la situation présente en Europe. De Stettin, dans la Baltique, à Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent les capitales de tous les pays de l'Europe orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations se trouvent dans la sphère soviétique, et toutes sont soumises au contrôle très étendu et constamment croissant de Moscou. Les communistes ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement à leur importance numérique, et cherchent partout à s'emparer d'un contrôle totalitaire. Il n'existe pas dans cette partie de l'Europe de vraie démocratie. Discours prononcé à Fulton, États-Unis, par W. Churchill, 5 mars 1946. Donc, que veut dire Winston Churchill par l'intermédiaire de ce texte, de ce discours prononcé dans une université américaine? Winston Churchill critique l'attitude de l'URSS qui, après avoir libéré les
camps de concentration et une grande partie de l'Europe de l'Est, ben, cette URSS ne fait pas que libérer, mais vous pouvez l'observer sur la carte, a une attitude d'occupation, d'annexion et laisse dans les pays qu'elle a libérés, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, des forces, une puissance militaire présente, et va même encore plus loin, puisque des territoires sont annexés, sont récupérés par l'URSS ici, comme par exemple l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Ainsi, l'URSS étend sa sphère d'influence sur toute la partie est de l'Europe. C'est ce que critique Winston Churchill dans son discours en disant que les soviétiques n'ont aucune légitimité pour s'imposer et imposer leur point de vue sur cette partie de l'Europe. Côté ouest, mais ici, on a un petit peu la même configuration où les États-Unis vont s'attirer, j'allais dire, la sympathie et aider en quelque sorte les pays touchés par la guerre, notamment la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, en mettant en place ce qu'on appelle le plan Marshall, qui est un vaste plan d'aide économique et financière pour les pays de l'Europe de l'Ouest, comme on l'a vu ici. Alors si on regarde cette affiche ici, on voit bien ici la présence, le symbole, l'allégorie des États-Unis, avec celui qu'on appelle Uncle Sam, l'acronyme US, qui est en train, avec un pot de ciment, de reconstruire l'Europe financièrement, économiquement, et tout ça par l'aide américaine, on le voit ici, avec le drapeau américain. C'est ce qu'on va appeler le plan Marshall. Le plan Marshall, vaste plan d'aide économique pour les pays de l'Europe de l'Est. Donc si on retrouve notre carte à l'échelle mondiale, eh bien nous avons ces deux blocs qui commencent à mettre, si je puis dire comme dans un jeu d'échecs, leurs pions un petit peu partout. Pions en Europe pour les États-Unis, Europe de l'Ouest, pions en Europe de l'Est pour l'URSS. Chacun s'installe, s'impose d'une manière financière ou d'une manière politique pour l'URSS dans ces parties de l'Europe, et on verra après du monde. Mais la question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que ces deux pôles, ces deux puissances s'opposent? Pour cela, toujours sur l'affiche que vous avez imprimée, parce qu'il va falloir l'imprimer pour faire un petit exercice ici, les deux visions du monde. Ici, la vision américaine, comment les Américains voient le monde après 1945. Et deuxième texte, comment les soviétiques voient le monde après 1945. Donc, je vais vous laisser lire ces deux textes ici, et après la lecture, vous devrez compléter le tableau ci présent en opposant à chaque fois les points de vue des deux puissances, des deux pôles. Vous l'avez compris ici, d'un côté le pôle américain, avec la doctrine Truman, et de l'autre côté, le pôle soviétique, avec la doctrine Jdanov. Je vous ai fait ici pour vous aider. Vous pouvez après continuer ce travail en prenant des arguments du texte. Donc, jouez le jeu, passez un petit peu de temps pour comprendre les textes, et on se retrouve dans un moment pour que je vous propose la correction. Donc, la correction de ce tableau, par l'intermédiaire des deux textes que vous avez lus. Donc, vous avez bien compris, premier document, le président américain Truman, le 12 mars 1947. Et le deuxième document, Jdanov, qui est membre du comité central du Parti communiste, qui écrit ce texte en octobre 1947. Donc, on remarque déjà la proximité chronologique des deux discours. Alors, quelles sont les caractéristiques du régime américain occidental? Donc, pour les Américains eux-mêmes, ils se voient comme, et je prends les phrases et les éléments du texte, ils se voient comme possédant des institutions libres, ils se voient les garants de la liberté individuelle et de la liberté de parole. Comment se voient les soviétiques dans le texte de Jdanov? Bien, les soviétiques, eux, se voient comme le camp... Non, pardon, je me suis trompé, donc c'est pas ça. Les Américains voient les soviétiques comme être un camp impérialiste, antidémocratique, volonté de dominer le monde, comme des colonisateurs,
et comme ayant la volonté d'asservir, c'est-à-dire de réduire en esclaves, notamment, l'Europe. C'est comme ça que les soviétiques voient les Américains. Au contraire, la caractéristique du régime communiste, comment les Américains voient-ils les soviétiques? Eh bien, on va voir, ils voient les soviétiques comme voulant imposer la volonté d'une minorité par la force. Ils les voient comme ceux qui veulent supprimer des libertés, et ils les voient comme ceux qui veulent diffuser la terreur et l'oppression. Au contraire, les soviétiques, eux, se voient comme le camp anti-impérialiste et antifasciste. Ils se voient comme le soutien des mouvements de libération nationaux dans les pays colonisés. Et enfin, comment chacun veut faire triompher sa doctrine, son idée, son idéologie, les Américains l'affirment nettement, ils veulent faire triompher leurs idées par une aide économique et financière, c'est ce que nous avons vu avec le plan Marshall, et les Soviétiques, eux, veulent faire triompher leurs idées par une union des partis communistes frères. Donc d'un côté, une action économique et financière, de l'autre côté, une action politique pour le triomphe de ces différents principes, de ces différentes valeurs, voyez, de valeurs, de principes totalement opposés entre le camp américain, le camp soviétique, et on parlera plus tard, quand les camps se constitueront des alliances, de blocs américains et de blocs soviétiques. Donc j'ai associé aussi, je vous enverrai la frise chronologique, et sur cette frise chronologique, pour le premier chapitre qui est la guerre froide, la date phare un petit peu, c'est le plan Marshall 1947, plan qui véritablement dissocie, divise l'Europe en deux, entre ceux qui acceptent le plan Marshall, les alliés des Américains, et ceux qui le refusent, qui seront des alliés des Soviétiques. Donc pour terminer, vous pouvez noter cette trace écrite ici. Donc, comme je l'ai dit, vous faites pause et vous notez cette trace écrite ici. Donc à partir de 1947, deux modèles politiques et sociaux se font face. D'un côté, le modèle américain, représenté par les États-Unis, qui repose sur le capitalisme et la liberté d'entreprise, et le modèle soviétique, qui repose sur le communisme, où l'État joue un rôle majeur. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques ont acquis un grand prestige en Europe de l'Est. Et là, ils tentent de diffuser leur modèle. C'est ce que j'ai montré sur la carte précédente, vous pouvez y revenir. À l'Ouest, les États-Unis proposent eux une aide financière aux pays meurtris par la guerre. C'est le plan Marshall. L'opposition de ces deux modèles donne naissance à la période que l'on appelle la guerre froide. Il va y avoir aussi des alliances militaires, parce qu'on veut se protéger de l'ennemi. On commence à parler d'ennemis, d'adversaires, et on craint qu'ils nous déclarent la guerre, donc des alliances militaires vont aussi voir le jour. Première alliance militaire, c'est l'OTAN, avec les pays alliés des États-Unis, et la deuxième alliance militaire, c'est le pacte de Varsovie, avec les alliés de l'URSS. Donc, ces alliances permettent aux deux camps d'accentuer leur puissance militaire. On parle alors d'un monde bipolaire, un monde constitué de deux pans. Donc, merci de m'avoir suivi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui fera l'objet de la leçon 2, c'est-à-dire avec un exemple précis, comment vont se caractériser ces affrontements entre URSS et États-Unis. On verra avec le cas de l'Allemagne. Merci beaucoup, bon travail, et jouez bien le jeu pour faire les questions, faire les corrections et noter les traces écrites.